On plage. fera un best-of à la rentrée. Backseat, le film, c'est un documentaire exceptionnel que nous préparons. En un mot, ça raconte l'année 2023, une année d'embrasement à travers les yeux de Backseat, à travers le regard de toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'émission l'an passé. Tu veux voir ce documentaire en avant-première, sur grand écran, dans un MK2, avec tous les membres de l'équipe, et bah clique ici et inscris-toi. En plus, si t'es abonné à Backseat, t'as reçu un code promo. À bientôt et bonne émission. On va continuer à parler du sujet, mais on va en parler avec un grand spécialiste de l'influence. C'est parti, mesdames et messieurs, pour le PowerPoint de Vincent. Vincent Manilev qui s'installe. J'ai mon adaptateur HDMI. Est-ce que ça va marcher du premier coup ce soir? On va voir, mais c'est un peu le suspense chaque Mais Vincent, j'ai l'impression que tu dis ça chaque semaine. Mais oui. Ah oui. C'est une running gag. Ouais. Non, mais premier degré, je suis juste tête en l'air en fait. C'est juste que. Ah ouais. Est-ce que non, ça marche là? Non, ça marche pas. Ça aurait été drôle que ça marche du premier coup. On est sur Backseat quand même, faut que ça merde. Peut-être qu'on pourrait t'en offrir un que tu peux mettre autour du cou. Tu veux? Ah si, ça va être bon là, ça va être bon. Tu veux un cadeau? On en met un autour de ton cou. Ouais. Non, mais je veux surtout moi l'attacher autour de mon cou en permanence. Incroyable. De quoi tu vas nous parler alors cette semaine? Je suis très content d'être à côté d'un collègue. Voilà. J'ai pas mis de casquette parce que je sais que dans le contrat sur le docu, j'ai pas le droit de mettre de casquette. T'es le seul à pouvoir mettre une casquette visiblement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas de casquette ce soir. Je tenais à préciser ça par transparence. Voilà. Donc effectivement, vous l'avez un peu dit, j'ai eu vraiment la chance et le privilège de donner un coup de main sur le docu de Charles et de son équipe. Et vous en avez parlé un petit peu, mais le docu donc raconte un peu l'histoire donc de Jérôme Jarre, son explosion sur Vine aux États-Unis, que c'est vraiment cette star un peu internationale, et comment il a décidé de lancer une campagne humanitaire en 2017 pour les Rohingyas. Et en 2017, effectivement, déjà on a un peu oublié pas mal de choses, mais en 2017 sur Internet, c'était vraiment un autre siècle, quoi. Je veux dire, il s'est passé 1 milliard de choses depuis. Enfin, je veux dire, à l'époque, en 2017, Norman célébrait ses 10 millions d'abonnés. C'est vraiment, on est sur une autre époque. C'est notre époque. Voilà, c'était un autre temps. Mais je m'égare un peu. Ce soir, je me suis dit qu'en fait, il s'est passé tellement de choses depuis 2017, depuis cette campagne pour les Rohingyas, que je me suis dit, est-ce que ce serait pas le temps de faire un peu un bilan sur est-ce que les influenceurs, en fait, ils ont compris comment faire de l'humanitaire ou pas depuis, quelles leçons ils en ont tirées, etc. Parce que c'est vrai que ça remonte à pas mal de temps. Je pense qu'on peut dire que l'humanitaire et les stars d'Internet, leur histoire, ça commence beaucoup aux États-Unis, il y a une grosse dizaine d'années. Mais on peut dire sans hésiter, je pense, Charles, tu me contrediras pas, que Jérôme, ça a été vraiment le premier à faire un truc côté français en tout cas. Et dès 2015, il avait bossé avec une association aux Philippines pour aider à installer des éclairages dans des villages. Il a réitéré ça plusieurs fois. Et en 2016, il est rentré en France en marge des attentats de Nice pour créer sa fameuse Love Army, donc une armée d'amour, de câlins. L'attentat de Nice. Ouais, voilà, il est rentré à ce moment-là et le projet s'est lancé comme ça. Et cette année-là, au même moment, c'est le lancement du projet Avenger qui récolte 170 000 € en 34 heures. Et donc c'était l'année en fait du Z-Event, sans que ça s'appelle encore Z-Event, mais effectivement maintenant on est sur des chiffres un peu différents. 70 000 € à l'époque, aujourd'hui on dépasse plus de 10 millions, c'est assez dingue. Et 2017 c'est aussi une énorme bascule pour Jérôme Jarre parce que donc il lance une campagne en Somalie, il récolte plus de 2 millions d'euros avec l'aide de personnes comme Casey Neistat ou même Ben Stiller. Faut pas oublier ça non plus. Jérôme Jarre, c'est quelqu'un qui faisait des vines avec même Robert De Niro. Vraiment hallucinant. Et la campagne avait suscité quelques polémiques, mais globalement, tout le monde avait plutôt salué l'exploit. Il a réitéré fin 2017 en allant lever plus de 2 millions de dollars pour les Rohingyas. Donc voilà, vous en avez parlé. Et donc accompagné du youtubeur Tsar comme Omar Sy, il tenait d'ailleurs un discours de grosse méfiance vis-à-vis des ONG, vis-à-vis des médias à l'époque. Et malgré ça, les médias, là aussi, il y avait une forme de célébration un petit peu de tout ça. Or, on sait depuis, et vous le verrez dans le documentaire de Charles et de son équipe, tout s'est pas passé comme prévu ensuite. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si Charles, effectivement, il a disparu pendant des années après cette mission, que globalement, les campagnes menées sur le terrain par des influenceurs vont plutôt disparaître en vrai. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui disait ça se trouve, il avait perdu ses codes Twitter. Vraiment, Jérôme Jarre a fait cette blague en mode j'avais perdu mes codes Twitter, c'est pour ça que j'ai disparu pendant aussi longtemps. Et en fait, selon moi, là encore, vous en avez un peu parlé, mais il y a deux modèles qui se sont consolidés au fil des années.
Tout d'abord, donc les levées de fonds au nom d'associations. Donc les Z-Events, ça a trouvé un peu la formule parfaite pendant les années que ça a duré. Avant que là, ça va revenir cette année. Zerator l'a annoncé hier ou avant-hier. Donc c'est 3 jours de stream avec des gros noms d'internet et de l'argent géré ensuite par des ONG choisies. Donc un succès où ils ont dépassé plus de 10 millions de $. Et il me semble même que les Américains, ils sont pas capables de faire des chiffres aussi énormes. On parle plus de 7-6 millions à peu près récoltés. La communauté française, c'est vraiment une exception. Voilà, et notamment pour ça, mais pour d'autres événements aussi, la Pixel War, il y a plein de choses comme ça, il y a énormément d'engagement. Et on a vu beaucoup d'autres initiatives aller dans ce sens. Il y a le Speedon, évidemment, ces derniers jours. Et je vous conseille par ailleurs, à ce sujet-là, il y a une vidéo de Bolchegeek pour l'humanité qui parle vraiment de tout l'historique, un petit peu de tout ça, qui est vraiment super intéressant. Super vidéo. Vraiment bien faite et qui apporte le sujet avec beaucoup de pédagogie. Et donc il y a cette approche-là. Et puis l'autre option qu'on a beaucoup vue aussi, c'est le déplacement terrain, qui est préféré à l'expression voyage humanitaire, pour le coup, parce que c'est un terme quand même un peu compliqué. Donc c'est en gros une ONG qui emmène un influenceur sur une zone où l'aide humanitaire et les moyens sont nécessaires, et il l'accompagne au mieux pour lui permettre de témoigner ensuite sur les autres de ce qu'il a vu. C'est un moyen d'alerter, de sensibiliser, pourquoi pas de lever des fonds aussi auprès des communautés en ligne. Sur ce modèle, les ONG semblent avoir posé des bases assez solides aujourd'hui pour encadrer les influenceurs, car mine de rien, c'est elles qui savent mieux que quiconque comment agir positivement sur le terrain. Il y a un extrait d'une interview de Lucie Codias d'Action contre la faim au micro de Stratégie, où elle parle des briefings faits aux influenceurs sur les consignes à respecter sur le terrain quand ils sont là-bas. Pas de mise en scène avec des enfants, ce genre de choses. C'est des choses qu'on ne fait absolument pas. Quand on voit une personne blanche qui est entourée d'enfants et qui se met en scène ou pas, et qui va diffuser après ces images-là, en fait, ça contribue à nourrir ce cliché, alors que nous, dans la réalité de nos terrains d'intervention, les personnes qui agissent le plus, ce sont les locaux, ce sont les gens qui vivent sur place. Oui, effectivement, il faut dire qu'on revient de loin. Je prends un exemple au hasard. Évidemment, c'est moi qui ai caché les visages, mais globalement, c'était aussi cette forme d'esthétique, avec plein de guillemets, qui était mise en avant pendant longtemps et qui continue de l'être, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup. Mais généralement, quand en gros les influenceurs travaillent la visibilité et la collecte de dons, mais qui laissent l'opérationnel et la gestion des projets aux pros, ça marche plutôt bien. Donc on a vu Michou en Côte d'Ivoire avec Action contre la faim. Il y a Amixem et Cyril MP4 qui sont devenus des parrains de l'association Enfants du désert, qui travaillent principalement au Maroc auprès d'enfants dans leur scolarité, mais aussi dans leur vie quotidienne dans sa globalité. Ils ont fait plusieurs projets avec eux et visiblement ça aide beaucoup l'association. J'en ai parlé avec Laetitia Chevalier, la présidente d'Enfants du désert, qui m'a expliqué à quel point ça avait un impact même au-delà des dons, de fait de travailler avec des influenceurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est énormément sollicité par des collèges, des lycées, des jeunes qui veulent mettre en place des actions parce qu'ils connaissent Enfants du désert via Amixem ou Cyril MP4 et qui veulent, à leur échelle, faire comme eux. Donc c'est vrai que nous, ça nous a permis de toucher des gens qu'on n'aurait pas pu toucher via notre communication à nous. Et c'est des gens engagés et fidèles. Donc pour nous, pour une association comme la nôtre, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Dans tous les lycées et toutes les écoles de France, quasiment tout le monde connaît Enfants du désert parce qu'ils en ont entendu parler par Amixem et Cyril MP4. C'est une force de frappe énorme, plus que la télé, beaucoup plus que la télé. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. On voit l'impact concret là de la présence d'influenceurs sur des terrains où il y a des gros besoins. Pour autant, ça ne veut pas dire que tout se passe bien aujourd'hui avec ce type d'action. Malheureusement, on a connu ces dernières années un certain nombre de scandales et de polémiques d'une rare ampleur. Je pense évidemment à Dylan Thierry, donc cet influenceur issu de la télé-réalité, qui a accusé d'avoir été très flou sur l'argent récolté avec son association, donc son association qu'il avait créée en plus, pour ses actions humanitaires, mais qui est aussi accusé de trafic d'enfants à Madagascar. Enfin bref, franchement, je suis étonné qu'il n'y ait pas déjà un docu Netflix là-dessus, tellement la liste des reproches qu'on lui fait est longue. Je sais pas, peut-être Charles, avec ta sœur Constance Villanova, ça pourrait faire un docu, non? Un truc, je dirais. Ouais, on peut se pencher là-dessus. Non, ouais, lui, c'est assez crade, c'est assez dégoûtant ce qu'il a fait. C'est sale. Qui est sorti. Il y a le fonds Marianne aussi. Oh, oui.
une autre forme d'influenceuse, effectivement, mais c'est vrai que j'aurais pu l'inclure dans la chronique. Je crois que l'argent a été super bien utilisé. Ouais, c'est vrai. Non, je parle mal, pardon. Voilà. T'en fais des caisses pour pas grand-chose. À l'international, on pourrait aussi parler de l'énorme polémique qui a entouré l'influenceuse italienne Chiara Ferragni. Elle avait organisé une vente de brioches au profit d'un hôpital. Panettone, pas de brioche, attention. Alors, c'est pas des panettone, c'est encore un autre nom, je crois. Al Pandoro. Voilà, Pandoro, c'est wow. ça. Je suis très brioche italienne. J'ai des amis italiens, il faut être très précis avec la nuance sur les brioches. Et c'était passé quoi alors? En fait, elle avait fait une vente de brioches qu'elle avait vendue plus cher que le prix normal pour récolter des fonds pour un hôpital, sauf qu'en fait, l'hôpital n'a jamais vraiment reçu l'argent. Et donc, elle a été condamnée par la justice italienne. Elle a eu une amende d'1 million de dollars, qui était à peu près les bénéfices à l'époque. Mais vraiment, il faut comprendre l'ampleur du truc. C'est comme si en France, Léna Situation, elle avait vendu des croissants ou des oui-oui baguettes au profit de l'hôpital Cochin, mais qu'elle avait oublié de transférer l'argent. Enfin, exactement. En Italie, c'est vraiment lunaire ce qui s'est passé. Et aux États-Unis, récemment, il y a eu une autre levée de fonds qui a suscité beaucoup de critiques, puisque l'association semble ne pas avoir reçu une large partie de l'argent récolté par des gros noms du streaming américain. Et MrBeast, évidemment, j'en parlais il y a quelques semaines, mais lui aussi, il a continué à susciter la polémique, par exemple autour de la construction de puits dans plusieurs pays d'Afrique. La vidéo relayant le projet a été montée comme vraiment du divertissement, je trouve, et ça évitait pas la terrible posture du white savior, ce fameux sauveur blanc à la rescousse des populations dans le besoin à travers le monde, et souvent plutôt au profit de sa propre image à lui. Et même le Z-Event, ils n'ont pas été épargnés par les polémiques. Il y avait le streamer Billy qui avait d'ailleurs été un vrai soutien de Jérôme Jarre et de son modèle à l'époque. Il avait commencé à formuler des critiques sur la transparence autour de la gestion de l'argent après l'événement, parce qu'il y a une méfiance globale aussi à propos des ONG. Et puis le Z-Event, ils avaient aussi dû changer les associations soutenues lors de la dernière édition en 2022, après des critiques vives de la part des internautes. La première ONG choisie, elle était accusée notamment de greenwashing auprès d'entreprises très, très polluantes. Ce qui change aussi, on le voit avec cet exemple-là, c'est l'exigence du public, son besoin de transparence. Et c'est un enjeu à plein de niveaux, vous en parliez juste avant, mais je prends un exemple assez précis, mais que je vais développer après, mais la rémunération des influenceurs dans le cadre d'une collaboration avec une ONG, par exemple. Globalement, ça ne se fait pas, les associations ne payent pas les influenceurs, ils les défraient, ils les accompagnent, ils les emmènent sur le terrain, mais ça peut aussi questionner l'engagement réel des influenceurs. On m'a signalé, par exemple, un live qui avait été organisé par WWF, présenté par Dwagby, avec en plateau des personnalités comme Magla, Dejna, Henri Tran, Cyrus North. Et en fait, ils avaient été tous rémunérés à l'époque. Et forcément, donc, si la communication commerciale elle a indiqué que WWF, c'est une énorme ONG avec beaucoup d'argent, etc., je pense que c'est un sujet sur lequel il faut rester assez attentif pour les années à venir, parce que ça questionne aussi l'engagement des influenceurs au sens large. Et un autre aspect essentiel, c'est évidemment le suivi, parce que ce qui pêche beaucoup encore, c'est avec un certain nombre d'événements caritatifs, à mon sens, c'est la transparence, parce qu'un projet, il ne s'achève pas à la fin de la levée de fonds, à la fin du live, etc. C'est que le départ, en fait. Et je pense que c'est indispensable de continuer de tenir informer ses abonnés pour leur permettre de savoir ce qui est fait avec leur argent. C'est pour ça, par exemple, Charles, tu as fait plusieurs vidéos avec Zerator, notamment parce que je suis beaucoup le Z-Event. Mais voilà, mais je pense aussi notamment aux rapports qui sont ultra importants dans le monde de l'humanitaire et qui montrent qui prouvent la transparence et comment l'argent est utilisé. Et puis je trouve qu'il faut... Là encore, je suis d'accord avec Charles, vous avez beaucoup spoilé ma chronique. Mais il faut un vrai travail journalistique sur la durée pour continuer à informer les internautes sur ce qui est fait des dons, le sensibiliser à la réalité du terrain et au quotidien de millions de personnes à travers le monde. C'est pour ça qu'avant de finir ma chronique, je me permets juste de vous conseiller quelques personnes à suivre pour vous tenir informés sur certaines des plus grosses crises actuelles. Et il y avait aussi une vidéo que Charles avait faite où tu fais parler des journalistes et des fixeurs sur différents conflits. Je vous conseille d'aller la voir et d'aller suivre ces personnes aussi. Voilà, j'ai plus qu'à vous remercier. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Vincent pour ce PowerPoint. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup à vous deux, vous restez là. Je voulais juste rebondir sur ce qu'il vas-y, rebondis. On l'a vite fait évoquer, mais en fait même, et c'est ce que tu posais comme question, c'est le fait de s'inscrire dans le temps, même d'un point de vue journalistique, c'est ça qui m'a permis de comprendre réellement ce qui s'était passé. Parce qu'au début, moi quand j'y allais, j'ai vu des projets, etc. Je pensais que tout se passait bien, mais dans l'arrière-boutique, il y avait des problèmes que je ne pouvais pas voir en venant, en passant, 3-4 jours dans le camp, etc. Parce que c'était quand même des gros projets qui étaient développés. Et il fallait passer du temps sur le terrain ou avoir beaucoup de points de contact
pour savoir qu'en réalité, ça se passait pas aussi bien que ça. Et c'est parce que j'ai décidé, ça fait 7 ans en vrai, hein, donc j'ai jamais vraiment trop lâché cette histoire, que j'ai pu aujourd'hui finir cette série et aller au bout de l'histoire, entre guillemets. Ouais, 7 ans. Purée. Conclusion, la morale de l'histoire, c'est quoi? Quel message vous avez envie de faire passer aux gens? Continuez à donner, mais pas à n'importe qui, pas n'importe comment, renseignez-vous. Donner à Backseat. Alors Backseat n'est pas une organisation Faut donner à caritative, Backseat. c'est de la production audiovisuelle, mais donner à Backseat évidemment. Non, mais après, moi, je pense qu'il faut être plus exigeant avec les figures, notamment d'Internet, parce que c'est des figures avec lesquelles on entretient une relation vraiment particulière. On le voit, je pense par exemple à Danse avec les stars d'Internet, où je pense qu'on a, parce qu'on suivait ces créateurs de contenu-là depuis pas mal de temps, on était encore plus touchés parce que c'était eux, parce qu'on les connaît, parce qu'on sait qu'ils ont des angoisses, plein de choses qui les traversent aussi. Et donc, on leur fait beaucoup plus confiance. Et je pense qu'il faut juste être exigeant là-dessus et que les influenceurs ici le soient avec les structures qui les accompagnent. On le voit aussi, des fois, ils disent publiquement qu'ils ne sont pas informés, qu'ils n'étaient pas au courant, ce genre de choses. Je pense que voilà, il faut juste un peu plus d'exigence pour tout le monde. Et voilà.